Bien, Jean Bouthier, bonjour. Vous publiez aux éditions Autrement un grand atlas de l'histoire de France. Vous le faites avec Olivier Guyot-Janin et Gilles Pécou et sur une cartographie de Guillaume Balavoine. Alors ma première question, Jean Bouthier, c'est est-ce que l'on peut à la fois faire de l'histoire de France et raconter l'histoire de France avec des cartes? D'abord, je dirais une chose assez simple. C'est un atlas qui fait 300 pages avec plusieurs cartes par page. On a donc en gros entre 4 et 500 images, cartes, qui, mises l'une après l'autre, constituent une espèce de film Et elles que sont l'on peut lire. commentées aussi un peu. Alors, on propose à côté des éléments d'explication pour ne pas faire d'erreur d'interprétation, ou bien comprendre l'objet, le contexte et quelques éléments de lecture. Mais il y a là une espèce de film à lire que l'on peut laisser au lecteur, qui le prend en gros à un moment qui est clé pour nous, qui est le IXe siècle, et qui le conduit par étapes, le Moyen Âge, l'époque moderne, les temps révolutionnaires, le XIXe, le XXe siècle, y compris un état de la France telle qu'elle est aujourd'hui, en 2011, pas en 2012. Je pense que cet ensemble de cartes, justement, permet à chacun de se construire, d'une certaine façon, un récit de la construction de l'objet France, autour, bien sûr, d'une trame qui est politique. C'est à savoir comment un État, une royauté d'abord, puis un État républicain par la suite, façonne un espace qui n'est pas donné d'avance. Voilà. Notre projet, il s'inscrit en fait dans une triple généalogie. La première, je viens de le citer, celle qui, depuis le XIXe siècle, s'intéresse à la généalogie de la nation à travers une histoire de la formation administrative et politique du territoire. Une autre, qui est très française aussi, c'est l'articulation de la géographie et de l'histoire. Quelle influence, quel type de milieu a finalement produit la France. La troisième tradition, c'est une tradition alors plus proche, qui est plus spécifique aux historiens, qui consiste à étudier systématiquement les faits historiques et sociaux dans leur dimension spatiale. Ça essaie de montrer comment, dans un espace donné, s'inscrivent des phénomènes et quelles sont les logiques derrière. Alors, notre travail s'inscrit dans cette triple perspective et, je dirais, s'attache à quelque chose de spécifique qui est de prendre la France non pas comme un territoire incertain tel qu'il serait de nos jours et montrer qu'est-ce qui s'est passé dans la France actuelle, mais comment la France est un objet d'histoire, un objet qui se construit dans l'espace et avec l'espace, et quelles sont les procédures complexes à différentes échelles, depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle régionale, l'échelle, appelons-la nationale à partir d'un certain moment, et quand on arrive à l'époque très contemporaine, le monde, sont des niveaux géographiques auxquels il est nécessaire de recourir pour analyser ce qu'est la France dans sa diversité, dans sa complexité, dans sa variabilité. On a essayé régulièrement de montrer que la configuration spatiale de la France aurait pu être différente. La première carte de France dont nous disposons, établie par Oronce Finet, professeur de mathématiques au Collège Royal, sous François Ier, est une carte de la Gaule, inclut bien évidemment toute la Gaule cisalpine, la plaine du Pô, comme un territoire naturel de la Gaule, qui à l'époque est perçu dans le monde humaniste comme un équivalent de la France, bien évidemment. Donc là, il y a un premier moment où on a une autre possibilité. Une autre possibilité, c'est, pour être très clair, le monde révolutionnaire et impérial, durant lequel il y a une expansion qui aurait pu aboutir à une autre configuration politique. Bien. Au même moment, et en parallèle, on montre très bien comment un certain nombre d'opérations administratives ou politiques consolident ce qui a déjà été fait. Il y a un projet qui se déploie, qui se reformule dans une certaine continuité. Dans l'ordre politique. Oui, dans l'ordre politique, bien évidemment, mais qui se traduit par des ancrages matériels. Si vous comparez, par exemple, le réseau routier au XVIe siècle et le réseau routier au XVIIIe siècle, vous voyez très bien comment il y a eu une construction politique forte du territoire, qu'on avait un réseau routier relativement décentralisé, avec beaucoup de transversales, avec beaucoup de nœuds régionaux, Lyon, Bordeaux, Clermont, vers la Bretagne. Vous regardez le réseau routier au XVIIIe siècle, toutes les transversales sont désormais complètement déclassées, les grandes routes royales rayonnent toutes depuis Paris, et Paris contrôle un territoire national. Deuxième exemple bien connu, c'est le précaré sous Louis XIV. Une fois les territoires conquis ou annexés, on met en place des forteresses
et qui consolide un territoire. Consolidation au XVIIIe siècle, opérée par les négociations qui viennent régulariser le tracé des frontières et en faire quelque chose de plus cohérent. Lorsqu'on arrive au contemporain, il est évident que le territoire national est pris dans un espace qui est les nations voisines, l'Europe, le monde. On a mis à la fin de l'Atlas un assez gros chapitre consacré à la France, disons en 2010-2011, parce que les historiens s'intéressent aussi aux traits contemporains et pas seulement aux origines. Et là, la majorité des cartes sont des cartes mondiales. La France, sans doute, reste dans le concert des grandes puissances, non pas seulement parce qu'elle produit elle-même, mais parce qu'elle attire. Il n'existe pas de pays dans le monde qui n'ait pas au moins un habitant qui réside en France. Donc cette extraordinaire capacité d'attraction qui fait que la France est en partie modelée par toute une série d'influences qui lui viennent de l'extérieur. Et ça, on le voit très clairement avec les cartes multiples qu'on a essayé de faire, du commerce bien évidemment, des migrations, des échanges intellectuels. Donc voilà qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement fort, mais dans lequel le national reste. Donc, la nation que l'on veut chasser par moments, elle inscrit fortement encore, elle modèle fortement des phénomènes qui ne sont pas inscrits dans des politiques publiques, dans des volontés des États, dans des actions volontaires, mais dans des espaces de réception, des espaces de culture, des espaces d'échange, qui sont à la fois ouverts sur le monde et s'inscrivent dans des formes encore très nationales.